Piste 51. Activité 3. Extrait de la table ronde intitulée « L'adaptation littéraire, une trahison » organisée par la Cinémathèque française. Est-ce qu'on peut dire un peu plus sur l'importance dans le cinéma français des lettres, en quelque sorte, et sur le rapport peut-être qu'entretiennent les écrivains français avec le cinéma? Est-ce qu'il y a une spécificité française? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que c'est un amour de haine entaché de relations incestueuses? Comment est-ce que vous, romancier, vous voyez les choses en la matière? Alors de haine, sûrement pas. Je crois que ce sont des métiers différents, de toute façon. Au cinéma, je dirais que, en l'occurrence, tout commence par des histoires. Alors il faut bien que quelqu'un invente les histoires, mais l'adaptation littéraire n'est pas la seule voie possible, comme chacun sait. Je crois que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs ont eu diverses expériences. Bon, je crois que là, nous avons le cas d'une expérience réussie. Elle a été réussie, je dirais, artistiquement, humainement, à tout point de vue. Effectivement, ça marche pas toujours comme ça. Le problème, c'est que il y a de la part des auteurs un sentiment réel de jalouse possession de leur œuvre, de leur bouquin. Et il est vrai que passer peut-être premier mouvement d'euphorie de se dire voilà, je vais être adapté, j'ai peut-être une chance d'être au cinéma ou à la télévision, les choses après se compliquent un petit peu. Moi, je crois que, en fait, ce sont deux univers qui doivent se rencontrer, voire trois à la limite. Il y a l'univers de l'écrivain, il y a l'univers du cinéaste, et entre les deux, il doit y avoir l'univers du scénariste, qui peut être ni l'écrivain de départ, bien sûr, ni le cinéaste à l'arrivée. Et je crois que ce qui est important, c'est que ces univers, à ce moment-là, se rencontrent. Moi, je crois qu'on a tort de penser, et c'est souvent le cas, là, je vais peut-être critiquer un petit peu mes confrères, c'est très rare, donc il faut saisir l'occasion. Je crois que le but n'est pas forcément de reconnaître à tout prix le livre dans ce qu'il est, lorsqu'il est transféré, lorsqu'il passe, lorsqu'il y a cette transmutation au cinéma. Je crois que ce qui est important, avant tout, c'est l'atmosphère, c'est l'état d'esprit du livre, c'est son essence. Vous savez que, et je crois que ça introduira bien le débat, il existe en France, en plus, vient se révéler là-dessus, des questions de droit d'auteur. Vous savez qu'en France, il y a un droit d'auteur qui a deux facettes. Il y a le droit patrimonial, c'est-à-dire c'est l'argent issu de la vente des livres, et puis il y a ce qu'on appelle le droit moral. Et le droit moral consacre, ce qui n'est pas forcément le cas dans le droit anglo-saxon, consacre ad vitam aeternam en quelque sorte la propriété de l'esprit de l'œuvre sur l'auteur lui-même. C'est-à-dire que l'auteur, l'œuvre, le contenu de son œuvre est son bien. Et a priori, nul n'a le droit, ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard, de se l'approprier, de la modifier, etc. Et à partir de ça, qui part d'un très bon sentiment, et bien sûr, nous auteurs, nous sommes tout à fait partisans de ce droit moral, à partir de ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions qui se font jour. Alors, je voudrais simplement citer un ou deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit quand on parle d'adaptation littéraire. Est-ce qu'il faut qu'un livre au cinéma soit restitué en quelque sorte tel quel ou pas? Alors il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit et qui concerne un cinéaste que tout le monde connaît qui s'appelle Luchino Visconti. Il se trouve que Visconti, à 3 ou 4 années d'écart, a adapté deux immenses romans de la littérature. D'abord Le Guépard. Il a adapté extrêmement fidèlement Le Guépard, à part la dernière scène du livre, qui n'était pas cinématographique du tout. Et puis, 3 ou 4 ans plus tard, en 1967, je crois, il a adapté extraordinairement fidèlement L'Étranger d'Albert Camus. Il se trouve qu'il y a un film, Le Guépard, qui est absolument célébrissime et dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre et qui prolonge en quelque sorte le livre, alors que qui voit encore aujourd'hui L'Étranger, qui se souvient de L'Étranger, qui est d'une fidélité, si je peux m'exprimer pour parler un peu populairement, c'est un marquage à la culotte en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement le livre et en réalité, ce qui est troublant, c'est que c'est pas du tout réussi. Pourquoi? Parce que, enfin moi c'est mon idée, parce que dans Le Guépard, c'est à la fois l'esprit du livre et c'est à la fois l'esprit de Visconti. C'est-à-dire qu'on retrouve dans toute sa splendeur, l'esprit, l'œuvre de Visconti. Vous savez d'ailleurs que Visconti avait pensé jouer le prince Salinas lui-même avant de confier le rôle. Je pense qu'il a bien fait, à Burt Lancaster. Alors que dans L'Étranger,
on retrouve pas Visconti. On retrouve même pas le Visconti, je dirais, de ces films quasi néoréalistes comme Rocco et ses frères. Il s'est complètement effacé devant Camus, et très sincèrement, c'est raté. Alors, moi, je serais, évidemment, Camus n'est pas là pour le dire, mais au fond, d'une certaine façon, je me sentirais plus trahi à l'arrivée par la fidélité de Visconti sur l'étranger que si Visconti avait pu y injecter quelque chose de lui. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que deux univers doivent se rencontrer, et ce n'est pas pour autant forcément une trahison, bien au contraire, mais l'un doit sublimer en quelque sorte l'autre. Il peut s'en écarter, il peut en être proche, mais malgré tout, on doit retrouver un tronc commun et l'expression de deux ou de trois grands talents, grandes personnalités. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction, mais je pense qu'on y reviendra. Merci. Patrice Hoffmann, est-ce que, je sais que les éditeurs n'aiment pas qu'on parle d'argent, mais est-ce qu'on peut quand même un tout petit peu savoir ce que recouvre la réalité en termes financiers de l'adaptation littéraire d'un ouvrage? Est-ce que c'est important financièrement pour un éditeur et pour un auteur? Et est-ce que ça devient un enjeu, c'est-à-dire au fond, concrètement, est-ce que le fait qu'un livre soit adapté, c'est pour l'éditeur et l'auteur beaucoup plus qu'une nouvelle vie financière, mais presque une vie, c'est-à-dire qu'il peut se bâtir des choses autour d'une adaptation et du fait qu'un livre est acheté? Oui, en plus, je crois qu'il y a tous les cas de figure possibles. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont extrêmement réussis, qui représentent des sommes faramineuses. Il y a eu quelques exemples récemment de romans importants, et même en France, qui sont vendus pour, on va dire, 500 000 euros ou même 1 million d'euros, en minimum garantie, plus les royalties qui peuvent tomber derrière. Donc ça, c'est des cas qui sont certes complètement exceptionnels, mais enfin qui sont importants. Avec là des films qui ont un avenir plus ou moins important selon les cas, ou sur des réussites variables. Il y a beaucoup d'autres cas où il y a quand même des normes, on est sur des normes. Les films de cinéma sont d'abord traités entre 50 000 et 100 000 euros, un petit peu plus, etc. À la télé, on est plutôt vers 30, 50, etc. Ça, c'est une espèce de minimum garantie, sachant que les recettes ne se limite pas parfois à ce minimum garanti, mais c'est assez complexe. Mais il y a donc pour une œuvre de cinéma toutes sortes de guichets, il y a beaucoup de formes d'exploitation. Et évidemment, l'auteur de l'œuvre originale est intéressé aussi bien par l'exploitation vidéo que l'exploitation VOD, que toutes les exploitations possibles. Et que dans certains cas, il y a comme ça des exemples de films qui, 20 ans, 30 ans après, rapportent encore à l'auteur de l'œuvre originale. Encore une fois, c'est assez marginal. Bon. Donc ça, c'est pour le plan financier, je dirais. Sur le plan de l'importance que ça peut avoir, je crois que ça peut être très très important. Ça peut même être, je pense, dans certains cas, extrêmement stressant, je pense, pour un auteur, de voir un véritable intérêt de beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Je crois que c'est à la fois perçu par beaucoup de gens comme une chance extraordinaire, et après la chance vient l'angoisse, très clairement. C'est-à-dire de se dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire quand même de mon texte, qu'est-ce qu'on va faire de mon œuvre, etc. Et ça, bon, là, il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Derrière ça, là encore une fois, alors là on pourrait en parler pendant des heures et des heures en donnant des exemples. Je pense que c'est de toute manière une grande chance, mais nous on est là en vendant les droits aussi, en essayant de créer ce dialogue dans de bonnes conditions. Donc c'est là qu'il faut essayer, on essaye nous en tout cas, comme d'autres, de faire un travail un peu pédagogique auprès des auteurs, parce qu'il faut voir que souvent un auteur est quelqu'un qui pendant des mois, des années a mûri un texte dans la plus grande intimité, la plus grande solitude, et d'un seul coup il se retrouve en face d'équipes, des fois d'équipes de scénaristes, et puis après qui vont travailler avec un réalisateur et beaucoup de gens. Donc on essaye de faire un petit effort pédagogique, un peu dans le sens que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il va falloir peut-être lâcher le bébé à un moment
ou un autre. Et c'est ce moment ou un autre sur lequel on va peut-être revenir dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Mais volontiers, on va le faire. Simplement, est-ce que, par rapport à l'importance des enjeux que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que c'est déjà peut-être en cours, que certains éditeurs font écrire leurs auteurs des romans, mais pour le cinéma ou pour la télévision? Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance-là, en sachant que c'est important économiquement, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à dire, eh ben, écoutez, faites-moi de futurs bons scénarios de cinéma ou de télévision? Oui, et généralement c'est pas très réussi quand on part de ce point de vue-là. Mais évidemment que c'est Pourquoi c'est pas réussi? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas pour que ça ne soit pas réussi? C'est-à-dire que je pense que, comme le disait Alain Pire tout à l'heure, ce sont quand même deux objets radicalement différents. Un scénario, c'est un objet c'est vraiment une œuvre. Pour moi, on s'est défendu pendant des années pour le faire valoir, mais c'est une œuvre de passage, de travail, qui s'appuie sur vraiment un travail d'expert dans beaucoup de domaines, de structure narrative, de dialogue, de beaucoup de choses, avec des règles qui n'ont rien à voir avec la littérature. L'économie des personnages, l'économie de la structure narrative n'a vraiment rien à voir dans le bien des cas. Je crois qu'on a des exemples vraiment importants. Et donc, vouloir demander à un auteur, dans son intimité, dans son travail d'écriture, parce qu'il y a aussi un travail de style, etc., d'emblée de se mettre dans la situation de dire être adapté, c'est presque brûler une étape. Je pense qu'en effet, il faut bien au contraire avoir une œuvre qui soit authentiquement, une œuvre littéraire qui soit authentique en elle-même, et c'est après quelqu'un de l'art, ça pourrait être la même personne, d'ailleurs on le voit dans certains cas, mais de se dire qu'est-ce que je vais faire pour adapter Proust, pour adapter Grimbert, pour adapter Dumas. Philippe Grimbert, le psychanalyste que vous êtes n'a pas de tabou, donc vous allez nous dire très simplement si pour vous l'adaptation de votre livre a été une bonne affaire. Financière? Pardon? Oui, par exemple. Financière, vous voulez dire? Par exemple. En tout cas, oui, on commence de façon drôlement prosaïque. Hein. Bien sûr, mais on passera à l'art après, ne vous inquiétez pas. Vous me rassurez. Oui, bien sûr. En tout cas, il est évident que le film a relancé l'intérêt pour le livre. J'ai eu la chance avec ce livre qu'il y a une série comme ça d'étapes qui ont fait que ce livre qui est... J'aime pas le terme, mais enfin j'aime pas le terme en tant que tel parce qu'il est un terme anglo-saxon qui est très commercial, best-seller. On m'a dit que non, c'était un long-seller que je connaissais pas encore comme forme. C'est encore mieux. C'est encore mieux, paraît-il. C'est-à-dire que l'aventure du livre a été relancée par le prix Goncourt des lycéens alors que le livre commençait à marcher déjà, par le Grand Prix des lectrices de L, et puis par l'adaptation cinématographique qui à nouveau a redonné un élan qui peut-être même est le plus important, à en juger par les ventes en poche qui vraiment ont explosé à ce moment-là. Donc il n'y a aucun doute, oui. Mais je crois que c'est dû pas seulement au fait qu'un film a été réalisé d'après mon roman, c'est aussi dû, je pense, à l'alchimie qui s'est produite et à la correspondance, indépendamment de l'aspect du film lui-même, qu'il y a eu entre Claude et moi. Claude n'a jamais effacé enfin, il y a des films qui font oublier complètement qu'ils sont tirés d'un livre. On se souvient pas qu'un roman a été à l'origine du film, alors que le travail de Claude, le travail de communication, je veux dire même simplement, a toujours placé le livre à l'horizon de son travail cinématographique. Et je crois que le film n'a pas bouffé le livre du tout, bien au contraire. Et l'inverse non plus. C'est-à-dire que je crois qu'ils se sont épaulés mutuellement, ce livre et ce film. Et je crois que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui ont vu le film, sans avoir lu le livre, se sont ensuite dirigés vers le livre. Ça, c'est une aventure formidable de ce point de vue-là. Alors oui, un intérêt évident. Et ça, je ne peux que le noter. De même que quand on dit le prix Goncourt des lycéens a été aussi un coup d'accélérateur incroyable chez le public adulte, hein, pas seulement chez les lycéens, bien sûr.